bien salut à tous les amis, c'est Romain PC, on se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de la série de vidéos que je viens de commencer, à savoir les speedcodes Java. Et donc dans ces vidéos on va apprendre en fait à programmer en Java, mais alors on va faire vraiment de la pratique, donc c'est l'équivalent des tutos pratiques de mes tutos Java. Et dans ce deuxième tutoriel, donc après avoir fait un Pong dans le premier, eh bien on va faire ce qu'on appelle un jeu de la vie. Alors c'est Titon qui me l'a demandé, donc on va faire ceci. Qu'est-ce qu'un jeu de la vie? Alors ça a été inventé donc par Conway, John Horton Conway de son nom complet. Donc voici en fait, je pense que vous en avez peut-être déjà vu, je pense au jeu Powder Toy qui permet d'en faire par exemple. Voici par exemple donc le résultat que ça a donné. Alors qu'est-ce que c'est qu'en fait le jeu de la vie en détail? Eh bien c'est assez simple en fait, c'est une grille comme ça, avec à l'intérieur ce qu'on appelle des cellules ou des cases. En fait les cellules c'est quand la case est allumée ici, donc bref quand il y a une cellule dans la case. Et en fait ces cellules, ça s'appelle un jeu mais en fait c'est un simulateur. Donc c'est appelé automate cellulaire d'après Wikipédia. En fait, ces cellules, au fil du temps, eh ben, elles vont évoluer et en fait, elles vont mourir ou d'autres vont se créer, etc. Ce qui fait que, au fil du temps, l'ensemble du système bouge et fait des motifs assez jolis. Hein. C'est un des rares intérêts du truc. Donc, on va voir tout de suite comment ça marche un peu en détail. En fait, par défaut, il y a une règle la règle par défaut est assez simple en fait. On fait en sorte que pour chacune des cases qui sont peuplées, donc chacune des cases remplies, à chaque tour de jeu en fait, chacune des cases où il y a une cellule à l'intérieur, eh bien on va faire en sorte qu'elle ne survive que dans un cas précis, c'est-à-dire que si seulement elle a 2 ou 3 voisins. Alors les voisins, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la somme de toutes les cellules qui se trouvent sur les cases autour, donc diagonale, haut, bas, droite, gauche aussi. Donc voilà, donc ici la case grise ici, ses voisins, c'est tous ceux que j'ai fait ici. Alors, par contre, si jamais on va tester également chacune des cases vides, donc toutes les cases ici pas peuplées, eh bien chacune de ces cases vides, si elle est entourée d'exactement, mais pile poil 3 voisins, alors il y a une cellule qui va se créer à l'intérieur. Bon bref, regardez ici, j'ai mis des points un peu partout, je vais en mettre 3 alignés comme ça, c'est un motif qui est assez connu. Et regardez si au prochain tour, regardez ce qui s'est passé. Vous voyez que le carré il a donné ça, la petite barre verticale est devenue horizontale. Tous les points seuls par contre meurent parce qu'ils n'ont pas assez de voisins pour... en fait ils sont trop seuls donc ils meurent. Là regardez ce qui se passe un peu, vous voyez. Et voilà, et le carré donne assez rapidement ce motif là en 4 exemplaires et vous voyez que là la situation est bloquée. Alors voilà, après il existe bien sûr regardez, plein de motifs. Alors vous voyez celui-là par exemple, vous allez avoir également ceux qui bougent. C'est pas ça, par exemple celui-là, regardez, c'est un truc qui bouge, on appelle ça des vaisseaux, donc spaceship. Enfin voilà, bon, assez parlé parce que j'aimerais bien que les vidéos durent pas trop longtemps, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais aller sur Eclipse et je vais commencer le programme. Voilà, on a déjà un bon résultat de programme, donc je vais vous présenter un peu ce code. Donc regardez ce qu'on a, en fait pour l'instant j'ai juste fait la grille. Alors regardez comment ça va marcher. En fait la grille, je voulais en fait qu'on fasse non pas juste des carrés qu'on va afficher, même si pour l'instant c'est que des carrés. Hein. En fait je vais faire en sorte que chacune des cases c'est un objet à part entière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le gérer comme un objet. Ça va vous permettre de comprendre bien la programmation orientée objet un peu. Comment ça marche, puis ça permet d'avoir un code un peu plus propre. Alors, du coup j'en parle vite fait, j'ai créé une nouvelle classe qui va être la classe Case. Alors, elle étant de la classe parent, donc en fait, vous l'avez compris, c'est un composant personnalisé JavaFX. Donc c'est-à-dire que ça, c'est comme si c'était voilà, un élément graphique que je peux intégrer dans JavaFX, que je vais moi-même créer, à partir bien sûr d'autres, des éléments graphiques de base JavaFX. Alors, je vais donc créer deux variables qui vont être son emplacement sur X et sur Y
Je verrai si ça a un intérêt ou pas. Mais je me suis dit peut-être que ça peut être pratique à un moment ou à un autre. Même si pas sûr, hein, mais enfin on verra. Quoique si, enfin on verra si ça a une utilité, bref. Donc je les ai créés, ce sont des variables donc d'instance. Vous remarquez qu'il faut faire attention à pas mettre statique, parce que là chacun des objets case est différent. Donc chacun des objets case a ses variables. Et ensuite, donc j'ai le constructeur qui à chaque fois va prendre en paramètre l'emplacement X et l'emplacement Y sur le quadrillage. Donc ensuite voilà, les variables prennent les valeurs, j'ai mis des accesseurs aux variables, comme ça pourra être utile vu qu'elles sont en private. Voilà, bon, après ce qu'il faut retenir, ça va être essentiellement ce code, qui va être en fait le fond de la case et qui en fait va créer la case en elle-même. Donc je veux en fait que chacune des cases, bah bien sûr ça soit un carré de base. Ensuite à l'intérieur on mettra un petit rond pour dessiner les cellules. Mais là, chacune des cases, du coup, bah, je crée un rectangle qui va être aux coordonnées 0, 0. Alors, 0, 0, ça veut dire 0, 0 à partir des coordonnées de l'objet case en lui-même, enfin de l'objet case, on va parler français, pardon. Et j'ai décidé qu'il ferait 12 pixels. Alors, pourquoi 12 pixels bah, je vous en parle juste après. Bon, si je lui ai mis une couleur, on les changera parce que ça défonce les yeux. Et ensuite, vous allez prendre l'objet en particulier pour un getChildren, vu que c'est un composant, hein, il se comporte un peu comme un groupe. .add et vous allez lui ajouter le fond. Alors je dis il se comporte un peu comme un groupe, d'ailleurs je me demande s'il se comporte pas même directement comme un groupe. Je suis en train de me demander ça quand même. Bon. Non c'est ça, c'est bien. Bon, enfin bref. Alors je vous avais dit pourquoi est-ce que je faisais 12 pixels. Regardez, j'ai décidé que ma fenêtre ferait de base 600 par 600 pixels. Alors vous remarquez qu'en bas ici, je lui ai mis un titre Game of Life by Romain PC. Voilà. Voilà, donc 600 par 600 pixels. Et du coup, regardez, je vais faire 600 par 600 pixels. Je voulais en fait voilà, c'est ça que je me suis dit. Je voudrais que dans mon quadrillage fasse 40 par 40 cases. Donc on va travailler dans une zone de 40 par 40 cases. Donc 600. Voilà, donc 600 pixels, je le divise par 40, ce qui va faire des cases de 15 pixels. Mais vous allez me dire, mais j'ai mis 12, pourquoi est-ce que j'aurais pas mis 15? Eh bien parce que si je mets toutes les cases côte à côte, on va avoir un fond de la couleur des cases. Parce que vu qu'elles vont être toutes collées ensemble, on va pas les différencier. C'est pour ça que je voudrais qu'entre les cases, on ait une marge de 3 pixels, d'où le 15 moins 3 pixels, ce qui fait bien 12 pixels pour les cases, et entre, il y aura une marge de 3 pixels. Alors c'est là l'astuce que vous allez la comprendre assez vite. Les cases vont être placées sur l'interface, je vais vous montrer d'ailleurs le résultat. Les cases sont là en bleu foncé, et en fait le fond de la scène, regardez, est bleu clair. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un quadrillage de... on pourrait croire que c'est un fond bleu avec dessus un quadrillage bleu clair, mais non, en fait c'est un fond bleu clair avec des carrés bleus qui sont en fait des objets cases et qui on pourra les modifier avec des petites commandes pour créer ou faire mourir une cellule à l'intérieur, tout simplement. Du coup, bon, vous l'avez compris, du coup j'ai mis le fond bleu clair ici à la scène, et là regardez ensuite comment on va travailler dans ce programme en général. Alors vous remarquez ici que j'ai mis une VBox. Le groupe racine est une VBox. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que après, quand on va le finir, je voudrais qu'on mette des petits éléments ici pour pouvoir définir les règles du jeu de la vie. Donc du coup, en fait, on aura le groupe principal, le quadrillage, je vais en parler dans un instant, et en dessous, un autre groupe, et on va mettre des composants JavaFX, vous allez voir. Voilà. Bon, ensuite, je vais créer donc ce fameux groupe principal, enfin ce groupe quadrillage, qui va être en fait ce que j'ai appelé le plateau de jeu. Même si c'est pas un jeu, c'est un simulateur. Bon, donc c'est un grid pane, et vous avez compris pourquoi un grid pane, ben parce qu'on va faire une grille, et donc quoi de mieux qu'un grid pane pour faire une grille. Alors vous remarquez que c'est là ici que j'ai fait en sorte qu'il y ait une marge de 3 pixels entre les composants. Regardez, Vega page gap, 3 pixels. Du coup, bah en fait, enfin je vous montre après. Ensuite, donc du coup, je pense à ajouter ce plateau à l'intérieur de la VBox, comme je vous l'ai dit. Mais ensuite, les cases, on va les ajouter à l'intérieur du plateau. Donc pour ça, on va travailler avec un tableau qui va être en fait la liste de nos objets case. Donc c'est un tableau à 2 dimensions qui fait 40 par 40 dimensions. Pas, parce qu'il y a bien 40 par 40 cases, c'est pas des pixels, attention. Ensuite, je vais parcourir ce tableau, enfin je vais parcourir un tableau virtuel de 40 x 40 cases. Et en fait, à chaque fois, je vais faire en sorte que le plateau aux coordonnées
IJ. Vous voyez, donc I va de 0 à 40 et J de 0 à 39 et 0 à 39. Du coup, le plateau aux coordonnées IJ, on va lui créer une nouvelle case. Et donc, je crée une nouvelle case qui aura comme emplacement les coordonnées IJ. Donc, du coup, ces variables commencent à 0 et finissent à 39. Enfin, elle va la case en haut à gauche a par exemple emplacement x0, emplacement y0. Enfin, vous l'avez compris, je pense. Voilà. Par contre, là, attention, si regardez, si je mets pas cette ligne, alors, hop, il se passe rien du tout. Pourquoi? Eh bien parce que cette ligne, donc que je remets, eh bien c'est celle qui permet d'afficher notre case. Parce que c'est bien beau, on a créé des objets, des composants virtuels cases, mais il faut bien les afficher. Donc du coup, il faut penser à prendre notre plateau, .add, alors il n'y a pas de .getChildren dans les gridpane, attention. Donc notre plateau, on fait .add et j'ajoute la case qu'on vient de créer, donc celle qui est aux coordonnées IJ toujours, hein, vu qu'on reste dans la boucle for, donc dans le tableau plateau. Et je le mets aux coordonnées IJ dans mon gridpane, tout simplement. Vu qu'ici, à chaque fois, on met les coordonnées XY du gridpane. Bref, vous voyez le résultat. À chaque fois, j'ai bien ma case ainsi que à chaque fois, voilà, ma case ainsi que des petits pixels des familles. J'allais dire, enfin oui, ainsi que voilà, des 3 pixels à chaque fois entre les cases. Alors, je voudrais qu'on fasse ça très très proprement. C'est pour ça qu'avant de continuer, déjà, je pense, remettre, gérer un peu les marges parce que là c'est un peu chelou. Avant de continuer, je voudrais qu'on fasse en sorte que quand je redimensionne, ici que je mette en plein écran la fenêtre, je voudrais faire en sorte que ça redimensionne également les cases. Donc on va faire en sorte déjà d'empêcher une fenêtre autre que carrée, mais on va faire en sorte qu'il soit possible de la redimensionner comme on veut, parce que là j'aurai un grand écran, j'aimerais bien pouvoir voir mes cases comme ceci. Donc on va faire ça dans un instant. Nous revoilà donc sur le programme, donc voici le résultat, ce que ça donne. En fait, regardez ce que j'ai rajouté. Bon, déjà j'ai rajouté ici une petite marge qui permet en fait d'avoir ici toujours une petite marge bleue. Et vous voyez, bon, hein, on pourrait faire encore mieux comme résultat, mais vous voyez que voilà, on peut adapter en fait la taille de fenêtre qu'on veut. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous voyez qu'à chaque fois on voit normalement toute la grille, sauf des fois on voit pas très bien celui qui est sur la droite. Donc ici vous agrandissez un peu comme ça, voilà, et là c'est parfait. Et vous remarquez qu'en bas il y a toujours 100 pixels. Donc comment j'ai fait ça? C'est très simple. Alors je sais plus si je vous l'avais dit, mais en dessous je vais mettre 100 pixels. Là où on va mettre les trucs dont je vais parler dans un instant. Donc je fais plus 100 ici. Voilà, donc ensuite vous allez remarquer qu'ici, d'abord dans le case, donc j'ai fait en sorte, j'ai créé deux nouvelles variables d'instance qui sont, des objets d'instance du coup, qui vont être des simple do property, donc qui sont des propriétés, donc le binding en JavaFX. Voilà, donc je les ai créés, ils ont également des hash property et l property pour les récupérer. Vous remarquez qu'il faut bien sûr penser à les créer, donc voilà, les instancier. Voilà, ensuite je leur ai mis la valeur par défaut qui est de 12, vu que par défaut la fenêtre on s'ouvre avec des cases de 12 par 12 pixels, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, et j'ai fait en sorte que la largeur soit reliée à la hauteur. Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors attention, par contre il faut également penser à, en fait, parce que ça c'est juste des propriétés, c'est des nombres, donc il faut penser bien sûr à relier cette valeur, donc le bind, donc avec .bind, à la propriété de hauteur du fond de la case, bien évidemment, et pareil pour la largeur, avec cette ligne de code. Bon, ensuite donc, pourquoi j'ai fait tout ça? Eh bien on va faire en sorte que à chaque fois, ici, notre case qu'on vient de créer lors de la création des 40 x 40 cases, eh bien sa propriété de hauteur soit reliée à la hauteur de la fenêtre
Donc si on modifie la hauteur de la fenêtre, ça va aussi modifier H. Donc la hauteur de la fenêtre, moins 123 plus 100. Pourquoi 123? Parce que c'est le total des marges, donc 3 fois 40, plus la marge en haut, tout en haut de l'écran que j'ai rajouté là avec le new inset en haut, qui est ici là, le padding là. Donc plus 3, ce qui fait bien 123, plus 100 pixels. Qui est bien sûr en fait les 100 pixels que je garde en bas de la fenêtre, donc 223 en tout, hein, donc ils sont bien là. Donc il me reste la hauteur de la scène moins 223, et cette valeur restante je la divise par 40 pour avoir la hauteur du coup d'une case tout simplement. Donc ce qui fait qu'effectivement on a bien des cases qui sont de plus en plus grosses à mesure qu'on agrandit la fenêtre. Si je fais une petite fenêtre, regardez, les cases sont toutes petites. Par contre vous remarquez qu'il y a toujours 3 pixels entre, donc ce qui fait que sur les petites fenêtres, c'est très moche, mais bon, c'est pas le but, hein. Ici c'est déjà suffisant. Et sur un grand écran, on a une grille qui est plus resserrée. Bon, du coup, ça fait une grille qui a pas le même style d'un écran à l'autre. Bon, voilà, hein, c'est plus ça. Ça reste sympa quand même. Faut vraiment que je change les couleurs. Par contre, vous remarquez que j'ai fait en sorte que la hauteur se change avec la largeur. Alors c'est pas possible de faire un point set width ou point set height sur la scène, faut le faire sur le stage. C'est pas possible de faire un point bid non plus, parce que si vous le faites, regardez, primary stage, point, ok, j'ai mis en caps lock, point height property, regardez, c'est une read only do property, et read only ça veut dire lecture seulement, donc en fait c'est une propriété qui n'est pas bindable. Bon, du coup je mets un add listener et dès qu'on on détecte un événement de changement de hauteur de fenêtre, on redéfinit l'autre largeur, donc à chaque fois regardez la même moins 100 et dans l'autre sens la même plus 100. Alors pensez à mettre la deuxième, parce que si je mets pas la deuxième, regardez, ça fait des trucs un peu bizarres, ça marche pas très bien. Hein. Si, ça marche. Enfin voilà, mais après on peut faire ça, donc c'est un peu embêtant. Mais alors oui voilà, ça marche pas très bien, je sais pas pourquoi là d'un coup ça s'écarte d'un coup. Enfin non voilà, c'est normal, c'est parce qu'en fait ça touche pas, regardez, bam. Enfin ça fait des trucs étonnants. Hein. Donc bon, mettez-le et ça va fonctionner, ça va donner un résultat quand même assez propre. Voilà. Donc sur ce, en fait, maintenant je vais vous révéler ce que je vais mettre en dessous. On a les règles de base, bien évidemment, donc qui sont survie si seulement 2 ou 3 voisins, et chacune des cellules avec 3 voisines devient peuplée. Donc du coup ici on va faire en sorte qu'on puisse toucher aux règles. Alors je sais pas trop encore si je vais faire en sorte qu'on puisse choisir une plage, par exemple chaque cellule survit entre 2 et 5 voisins par exemple, ou si je vais faire qu'on puisse cocher tout pour que par exemple ça survive que si t'as 2, 5 ou 7 voisins par exemple, mais pas entre. Je pense que je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Mais du coup, je vais tenter de le faire dans un instant. Du coup, c'est parti. Et voilà le résultat. Donc j'ai un peu, j'ai mis le système pour qu'on puisse choisir, définir nous-mêmes en fait les règles du jeu de la vie. Donc en fait voilà, c'est simple. En dessous j'ai juste marqué le nombre de voisins pour survivre et le nombre de voisins pour naître. En fait il suffit de cocher combien il faut de voisins pour survivre. Voilà, on peut cocher tout ce qu'on veut. Alors bien sûr des voisins, ils peuvent être, le nombre de voisins peut être compris entre 0 et 8. 8 voisins c'est quand toutes les cases autour d'une case, par exemple celle-ci là, toutes les cases autour vont être remplies, et 0 c'est quand il n'y en a pas. Donc du coup ce qui fait en fait 9 petites cases.
Bon, voilà, je vous dis ça parce qu'on va voir tout de suite en fait comment fonctionne le code. Alors attention, je déconseille de faire un send.setFill. Ce qu'on avait fait jusque là, vous allez changer, vous allez faire un route.setBackground. Voilà, ensuite vous mettez new background fill, pardon, etc. Le null et vous remettez la couleur. Parce que sinon il y a des petits bugs en fait quand on met des composants, le fond redevient blanc sur la scène. Donc c'est pour ça que je préfère changer le fond de la VBox directement. Alors concernant case, je crois qu'il n'y avait rien à voir. Bon, j'ai changé les couleurs hein, par contre. Je pense que vous l'avez remarqué par rapport à tout à l'heure. Là-dessus, donc il n'y avait rien à voir. On va descendre et voilà, gestion des règles du jeu, tout est là. Donc tout d'abord, j'ai créé deux textes, texte 1 et texte 2, hein, donc les deux textes qui sont écrits, et j'ai créé une boîte horizontale. Cette boîte, que j'ai appelée boîte 1, je lui ai ajouté les textes 1 et 2. En fait, qu'est-ce que c'est que cette boîte horizontale? Eh bien, c'est tout simplement cette boîte qui va se trouver ici, et qui va en fait englober mes deux textes, et du coup, ils vont être mis à la suite les uns des autres horizontalement. Ensuite, je lui ai mis une dimension de hauteur préférée, donc elle va l'avoir en fait dans tous les cas, vous allez voir. Sauf quand bien sûr tout devient trop petit, là vous voyez qu'elle est un peu... Non, même pas, elle fait toujours 50 pixels, regardez. Tout simplement parce que vu que la zone en bas fait 100 pixels, je veux que la moitié soit réservée au texte et la moitié aux cases à cocher. Donc du coup, je lui mets dimension préférée 50. J'ai mis un spacing de 30, ce qui fait qu'ici on aura toujours 30 pixels, comme ça les textes sont pas tout collés entre eux. Quand même un peu mieux. Ensuite, j'ai bien sûr pensé à ajouter à ma VBox principale, donc le groupe racine, donc qui se trouve là-haut, la VBox, je lui ajoute bien sûr ma boîte numéro 1. Ensuite, donc ça c'était pour les textes, ils sont mis. Bien sûr, il va falloir penser à gérer leur couleur, enfin leur dimension, je veux dire, enfin la police de caractère en général. Donc ça, je suis allé, pour pas refaire plusieurs add listeners, je suis retourné dans le listener de la largeur de la fenêtre, et j'ai fait en sorte qu'ici, à chaque fois, on redéfinisse là, parce qu'en fait, les font property n'existent pas, donc il faut passer comme ça par un système d'écouteurs, de listener, hein. Et donc bien sûr ici je redéfinis la police en comics sans ms, en extra bolt, et à chaque fois je fais en sorte que la dimension en pixels soit toujours égale à la largeur divisé par 40, ce qui fait qu'on a ça hein, dans une fenêtre très grande, vous voyez que ça, voilà, le texte est tout à fait lisible, et vous voyez que même dans une fenêtre très petite, bon, qui commence à devenir peu lisible, mais en tout cas il ne sort pas de l'écran. Bon, après ça sert à rien d'avoir un écran si petit par contre. Voilà, donc ça c'était pour le truc. Alors par contre je me demandais en fait mon jeu de la vie, est-ce que c'était une bonne idée d'avoir décollé comme ça les cases entre elles? Parce que ça va faire un... Ouais, j'ai mis des cellules rondes, hein. C'est vrai que ce serait peut-être plus joli avec des cellules comme ça carrées. Bon, on verra ça, c'est pas important. Voilà, donc on va reprendre là où on en était. Maintenant je vais créer les cases à cocher. Donc pour ça c'est très simple, je crée encore une horizontal box qui va en fait permettre de stocker les deux groupes de cases à cocher, ce groupe là et ce groupe là. Donc dans le groupe principal qui est une vertical box, j'ai des horizontal box qui elle-même contient un groupe, vous allez voir, qui va être en fait, regardez, des flow pane et non pas des horizontal box, on va voir pourquoi. Bon, cette boîte 2 par contre je lui remets un 50 de dimension préférée, je remets un espace ici de 30 avec cette spacing, et regardez ici, j'ai créé donc deux float pane pour la boîte 2.1 et la boîte 2.2 qui sont en fait ce groupe là et ce groupe là. Pourquoi des float pane? Parce que regardez, lorsque la fenêtre est toute petite, et bien ça va revenir à la ligne, alors que quand elle était grande, quand la fenêtre est bien grande, tout est bien en ligne. Par contre voilà, si jamais quelqu'un a vraiment un petit écran, voilà, ça passera quand même, il pourra quand même cocher toutes les cases qu'il veut. Voilà, donc ensuite dans cette boîte numéro 2, j'ajoute la boîte de 1 et de 2, et j'ajoute au groupe principal la boîte numéro 2. Alors le stockage des valeurs, j'ai en fait créé un tableau de checkbox qui sont les petites cases à cocher, 9 emplacements de 0 à 8. Alors on verra si c'était une bonne idée de faire ça, parce que je sais pas trop. Faudra voir ensuite comment on va gérer justement la détection, de savoir si oui ou non c'est coché lorsque l'on fera en fait les tours de jeu. Voilà. Par contre je viens de penser que c'est plus chaud que prévu, vu qu'en fait j'ai oublié de mettre un bouton play, et en fait j'ai oublié de mettre un bouton lancer ou démarrer en fait l'animation. Donc je vais faire ça après dans un instant.
Donc du coup on va gérer le stockage des valeurs comme je disais. Oui. Et donc en fait, donc ensuite pour chacun des emplacements de ce tableau, donc j'ai créé un premier tableau pour les cases à cocher pour la survie. Pour chacun de ces emplacements, je crée donc une nouvelle checkbox qui va avoir comme nom, enfin le petit nom ici à côté, tout simplement la valeur de i de la boucle. Donc en fait elles vont s'appeler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, c'est comme ça que j'ai fait. Bon ensuite je leur mets une police de caractère, je les mets en noir pour qu'on les voit bien, j'ai mis en extra bold pour qu'on les voit bien, voilà. Et ensuite bien sûr il faut penser à les ajouter à la boîte de pareil pour les tableaux des naissances, exactement le même code, sauf que vous ajoutez à la boîte de 2 tout simplement. Et voilà le résultat. Donc du coup, dans un instant, je vais gérer les boutons play et pause. Nous revoilà donc sur le programme, j'ai créé le bouton Start Stop qui permettra de lancer et d'arrêter l'animation du jeu de la vie. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Regardez, je clique Start Stop et normalement j'ai aussi géré un booléen qui va permettre de savoir si oui ou non on a lancé l'animation ou pas. Bon, du coup j'ai remonté légèrement, regardez, la hauteur préférée est passée à 30 et à 20 pour les boîtes 1 et boîte 2 qui contenaient le texte, enfin respectivement L les checkbox et L les textes. Bon là j'ai donc créé une troisième boîte qui est un stack pan. Pourquoi un stack pan? Vous allez voir dans un instant pourquoi. Donc j'ai créé un bouton qui par défaut va avoir le texte start comme ceci, et j'aurais pu directement ajouter en fait le bouton à l'intérieur de la VBox, mais le bouton se serait retrouvé ici à gauche, alors que là, quelle que soit la taille de la fenêtre, il sera toujours centré. Tout simplement parce qu'il est contenu dans un stack pan, et c'est la seule propriété du stack pan en fait, qui est en fait de tout empiler les uns sur les autres, mais centré au milieu du groupe. Donc ici, comme l'espace dédié à ce stack pan est cette bande ici, le start se retrouve ici centré là-dedans. Alors, vous remarquez également que je lui ai mis des dimensions préférées à ce bouton, qui sont de 200 et de 50 pixels de hauteur, c'est pour ça qu'il est si épais, on va dire. Bon, même si des fois vous voyez qu'il n'est pas très visible, mais vous voyez qu'ensuite on peut bien sûr le redimensionner, enfin voilà, jouer quand même un peu avec la hauteur de la fenêtre, pour pouvoir travailler agréablement. Voilà. Et il fera toujours 200 pixels de large, ce qui du coup, voilà, dans une fenêtre toute petite, voilà, ça prend toute la fenêtre, mais voilà, dans une grande fenêtre, voilà, le bouton Start Stop est accessible. Bon, il empiète, il est un peu coupé par la barre des tâches. Bon, c'est pas grave, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Tout ça, ce sera réglable dans de prochaines versions. On va bientôt commencer de toute manière à gérer l'animation. Bon, en parlant d'animation, du coup, j'ai donc créé une variable exécution ici qui va permettre de savoir, c'est un booléen que j'ai créé ici hors en variable statique, parce que, enfin vous verrez pourquoi, parce qu'on va utiliser un handler, un peu comme pour le Pong, vu qu'on va aussi utiliser une timeline ou un animation timer, faut que je vois, on verra. Bon, par défaut, il va donc valoir false. Pourquoi? Parce que par défaut, quand on lance l'application, l'animation n'est pas en cours d'exécution. Bon, ensuite j'ai fait en sorte que lorsque l'on clique dessus, donc .set on action, eh bien il se passe ceci. Alors vous remarquez également que le bouton, ici dans le .vid property, je lui définis sa police de caractère, donc pareil que pour les textes. Bon, ce bouton, quand on clique dessus, eh bien si on n'est pas en pleine exécution, c'est donc qu'on est si on n'est pas en exécution, c'est donc qu'on est l'animation est mise à l'arrêt, eh bien on va lancer l'animation. Donc l'exécution va passer à true pour vrai. Par contre, il faudra penser à mettre le texte du bouton à stop, pour que quand l'utilisateur il sache que ça va stopper l'exécution qui est actuellement en cours. Si on n'est pas en cours d'exécution, c'est qu'on n'est pas en cours d'exécution. Donc, eh bien, il faut que l'on... si on n'est pas en cours d'exécution, c'est qu'on est en cours d'exécution. Oui, c'est ça. Donc si c'est false, donc on est en cours d'exécution, donc cliquer sur le bouton devrait avoir l'effet d'un arrêt d'animation. Donc ensuite le bouton repasse à start et l'exécution passe à false vu qu'on n'est plus en cours d'exécution. Du coup maintenant tout de suite je vais faire en sorte que l'on puisse cliquer sur les cases en cours d'exécution ou pas, et que lorsque l'on clique ça ajoute une cellule tout simplement.
Nous voilà donc de retour dans le code. Alors du coup, regardez le résultat. Lorsque le programme est en pause uniquement, on peut cliquer sur les cases. Alors si on clique entre deux cases, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ou si on clique trop vite, ça marche pas non plus. Donc voilà, faut prendre un peu son temps, ça c'est un peu dommage je trouve, mais bon. Par contre, si le programme est en cours d'exécution, finalement on va faire en sorte qu'on ne puisse pas changer le plateau, tout simplement parce que ça sert à rien de placer une cellule, parce que vu qu'elle est toute seule, si l'exécution se fait trop rapidement, et bien en fait, voilà, si l'exécution se fait trop vite, j'allais dire, bah du coup, voilà, elle va disparaître instantanément. Pareil, si on en enlève une, pardon, ça sert pas à grand chose. Donc, il vaut mieux faire pause et ensuite modifier le plateau. Voilà, et lorsque je reclique sur une cellule, ça s'enlève. Comment j'ai fait ça? Alors, vous remarquez que j'ai resserré la grille. Donc, je regardais les modifs. Ici, on a bien du 601. Ici, on est passé à 41 et pas 123. Voilà, c'était tout. Et là-dedans, à l'intérieur, tous les 12 sont devenus des 14. Et c'est à peu près tout. Oui, c'est tout. Ouais. Sauf, alors non, attendez, il y a un endroit où j'avais touché. Ouais, un inset, c'est un endroit sur la grille. Voilà, ici j'ai mis 1 et l'espace bien sûr entre les grilles est maintenant de 1 pixel. Bon, ça c'est anecdotique. Alors j'ai juste un peu modifié cette variable booléen exécution. Elle est passée en statique. Et ici j'ai créé une méthode pour récupérer sa valeur. Public static boolean is in execution. Donc est-ce qu'on est en exécution? Regardez, donc ensuite maintenant comment je vais faire, parce que le code est assez simple pour cette partie. Donc j'ai donc créé ici la cellule. Alors vous remarquez que j'ai tout d'abord créé ici un booléen occupé pour savoir si oui ou non il y a une cellule ou pas dans la case. Alors j'ai également créé un cercle, la cellule, hors du constructeur. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on va l'utiliser après dans des méthodes. Bon, voici donc, par défaut, elle est vide la case, donc je mets occupé à false. Je crée mon cercle qui fait donc 7 pixels de rayon. Par contre, ses coordonnées x et y ne sont pas en 0, 0, mais au milieu du carré de la case, donc aux coordonnées 7, 7. Alors, je lui ai mis une couleur, et bien sûr, de manière générale, il faut lier en fait le rayon à la hauteur de la case divisée par 2, et également faire en sorte de lier en fait ici le centre du cercle à la moitié à chaque fois de la case, donc pareil que le rayon. Donc toutes ces trois propriétés sont liées à h divisé par 2. Ensuite vous pensez ajouter la cellule à l'intérieur du groupe, et en fait ce que j'ai fait c'est que et je suis en train de me demander de quelque chose d'assez étonnant. Alors on va regarder un peu. Je me demande en fait pourquoi si ça marche pas bien, c'est peut-être parce que c'est bizarre. C'est bizarre. Ah non, non. Bon. Bref. Bon, en vrai, vous pensez à l'ajouter, on va faire comme ça du coup. Et ensuite, la cellule, vous allez faire en sorte qu'elle soit invisible. Donc vous mettez .set visible false. Alors, elle est invisible, mais elle est bien là. Et en fait, pour la rendre visible, donc pour dire qu'il y a une cellule à l'intérieur, il faudra la rendre tout simplement. Il faudra faire un set visible true. Donc pour ça, ça va être très simple. J'ai créé en fait des méthodes qu'on pourra réutiliser après, même hors de cette classe case, qui sont naissance et décès. Tout simplement, lorsqu'on invoque naissance, on crée une cellule, et lorsque l'on invoque décès, on tue la cellule. Donc lorsqu'il y a une naissance, la cellule devient visible, donc .set visible true, et occupé passe à true pour dire qu'il y a une cellule, et lors d'un décès, set visible false et occupé passe à false. Alors comment se placent les cellules? C'est très simple, je vais prendre ma case, donc mon composant case qui est donc le fond plus le rond, qui est la cellule. Lorsqu'on clique dessus, .setOnMouseClicked, si main.isInExecution avec le point d'exclamation, donc si on n'est pas en cours d'exécution, ça c'est pour éviter qu'on touche au plateau pendant l'exécution, donc il faut faire pause pour toucher au plateau, et bien si la case est occupée, on la tue, et si elle n'est pas occupée, donc c'est qu'elle est vide, et bien on crée une cellule. Voilà, tout simplement. Donc ce qui fait que quand on clique, ça en crée, quand on reclique, ça l'enlève, tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais tout de suite commencer à gérer l'endroit où on va gérer l'animation et le calcul de ce jeu de la vie.
Alors finalement je suis toujours sur la souris, donc regardez j'ai fait une petite amélioration, regardez j'ai créé dans le main un nouveau bouton clic droit, enfin un nouveau booléen qui s'appelle clic droit qui permet de savoir si oui ou non on a cliqué sur clic droit. Donc il y a marqué clic droit qui renvoie un booléen, hein, donc cette méthode permet de renvoyer un booléen. Et regardez ici, donc sous le primary stage, clic droit par défaut est à false, et lorsque l'on clique la souris, si le bouton de la souris est égal au bouton secondaire, donc au clic droit de la souris, alors si clic droit égale vrai, il passe à faux, et sinon il passe à true. Bref, à chaque fois que vous cliquez sur le bouton droit de la souris, vous passez en mode clic droit, vous recliquez, vous enlevez le mode clic droit, etc. À quoi va nous servir le mode clic droit? Et bien tout simplement à ça. J'ai fait en sorte qu'à chaque fois que la souris sort d'une cellule, et bien si on n'est toujours pas en exécution, hein, parce qu'on a le droit de modifier le plateau que lorsqu'on est en mode pause, donc si voilà on n'est pas en mode exécution et que on est en mode clic droit, c'est-à-dire que le mode clic droit a été activé, et bien là comme tout à l'heure, si la case est vide, on la remplit et sinon on la vide. Alors regardez en fait le résultat, donc vous voyez qu'on peut toujours cliquer sur les cases, enlever, etc. Mais si je passe en mode clic droit, j'ai cliqué sur clic droit, regardez, je peux déplacer ma souris, pas besoin de rester appuyé sur le bouton. Et vous voyez que ça dessine des points. Alors regardez, si je fais, je peux me permettre de faire de jolies lignes et tout. Par contre, attention, hein, quand vous repassez sur un truc, vous effacez, regardez. Donc si je fais ça, ça permet de faire de faire un sacré brouillon, ce qui permet quand même de remplir un peu au pif la zone, ça peut être assez sympa. Et voilà, j'ai donc réalisé le code qui va permettre de gérer l'animation. Regardez ici dans la console, il y a marqué que mon image s'actualise. Et lorsque je vais cliquer sur Start, regardez, ce point va se déplacer vers la droite. Et vous voyez que ça fonctionne très bien, il y a marqué calcul, rafraîchissement, calcul, rafraîchissement. Alors on va voir tout de suite comment j'ai fait ce code. Regardez, je stoppe, ça s'arrête, hop. Alors, il y a une petite latence, hein, mais voilà. On va voir tout de suite comment j'ai fait ce code et vous allez voir en fait que c'est un code qui est très propre parce qu'on a séparé tout ce qui est calcul et tout ce qui est animation. Enfin, on va voir ça tout de suite. Juste avant, je voulais vous montrer qu'ici avec les tabs survie aux emplacements 2 et 3, je les ai mis à sélectionner. Set selected true. Pourquoi? Pour pouvoir faire en sorte que par défaut, regardez, les checkbox 2 et 3 ici soient cochés. Donc en fait les règles par défaut sont mises. Vous remarquez qu'ici il y a marqué tab naissance.setSelected true et le tab naissance à l'emplacement 3 pour faire en sorte que quand elle a 3 voisins, la cellule puisse naître. En fait j'ai juste fait en sorte que par défaut ce soit les règles officielles qui soient sélectionnées. Mais après bien sûr on peut modifier ces règles et vous allez voir que ça va fonctionner. Voilà. Bon, tout d'abord, on va regarder ce que j'ai fait dans l'objet case. Regardez en bas, j'ai juste rajouté ici cette méthode, isOccupé, qui retourne le booléen occupé qui permettait de savoir si oui ou non il y avait une cellule à l'intérieur de la case. Ce booléen, en fait, je l'ai créé, cette méthode, je l'ai créée parce qu'on va en avoir besoin dans les autres classes. Alors comment en fait je vais faire pour gérer l'animation? Je vous l'ai dit, pour faire un code propre, il va falloir séparer tout ce qui va être animation de ce qui va être calcul. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse faire en sorte, regardez, que lorsque les calculs s'effectuent, on puisse toujours redimensionner la fenêtre. Alors je vais lancer des calculs, regardez, et vous allez voir qu'en fait je peux redimensionner la fenêtre, même si là il y a des phases de calcul qui s'effectuent.
Bon, elles sont pas fortes, mais vous verrez que si vous faites des calculs beaucoup plus longs, vous risquez en fait de bloquer votre fenêtre, parce que JavaFX ça fonctionne comme ça. Si vous lancez une période de calcul, JavaFX va finir les calculs avant de rafraîchir son image. Ce qui fait que si vous faites des calculs trop longs, la fenêtre est bloquée, c'est-à-dire vous pouvez rien faire tant qu'elle n'a pas fini. Ce qui bien sûr n'est pas le cas sur tous les logiciels. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va utiliser des threads. Les threads, je vous l'ai dit, ça permet de faire plusieurs programmes en parallèle. Et là en parallèle, on va avoir le programme JavaFX qui va gérer animation, tout ça, et en arrière-plan, le programme qui va faire les calculs de naissance et de décès des cellules. Quand on avait fait le Pong dans l'épisode précédent, on n'avait pas utilisé ce principe, parce qu'un Pong, il n'y a aucun calcul quasiment à faire, à part juste tester, à part juste déplacer la balle, quoi, il n'y a rien à faire. Alors que là, c'est un peu plus chaud, parce qu'il faut parcourir tout le tableau et mettre pas mal de petites conditions. Donc du coup, voilà, on a fait un truc propre. Je vais vous montrer tout de suite. Alors tout d'abord, regardez, j'ai créé une timeline, je l'ai mise en public pour pas mettre trop de méthodes. Donc j'ai créé une timeline qui s'appelle actualisation, qui va permettre de rafraîchir l'image. Et j'ai créé un tableau d'entier qui s'appelle info plateau et qui va permettre de savoir si oui ou non on a des cellules à l'intérieur de chaque case. Si l'emplacement vaut 0, il n'y a pas de cellule, si vaut 1, il y a une cellule. Donc vous pensez à créer un info plateau ici en dessous de plateau table, j'ai mis là. Et vous allez voir pourquoi en fait il est important cet info plateau, donc voilà. Donc vous descendez un peu en bas du code et en dessous là de la gestion des layouts qu'on avait fait. Je vais gérer ici le rafraîchissement de l'image. Donc pour ça c'est très simple. Tout d'abord je vais créer un objet calcul. Bon, ça, je vous en parle dans un instant. En fait le rafraîchissement de l'image ça va être tout simplement une timeline. Ici j'ai mis une duration qu'on va pouvoir modifier pour modifier la vitesse d'animation. En fait, qu'est-ce qui va se passer? La timeline va attendre 1000 millisecondes, donc une seconde, et quand elle va se terminer, donc elle a rien fait, hein, c'est une timeline qui fait rien, mais quand elle va se terminer, elle va déclencher cet événement, ici, et donc le code qui se trouve à l'intérieur. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est que toutes les 1 seconde, elle va déclencher ce code. Alors, et c'est ici à l'intérieur qu'on va faire en sorte, tout simplement, de rafraîchir l'image, j'en parle dans un instant. Regardez ce code ici, synchronisate, c'est un mot-clé qui permet de faire fonctionner les threads. Ça évite les bugs avec les threads, tout ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, même moi je comprends pas très bien. Mais bon, vous mettez synchronisate, vous mettez calcul qui est le calculateur, et calcul vous allez le relancer, .notify. Alors je vais en parler dans un instant encore une fois du calculateur. Le calculateur c'est une autre pile en fait. Donc ça va être un autre morceau de programme. Et .notify ça va permettre de reprendre son exécution. Donc ensuite vous l'avez compris, dans les calculs en fait on va effectuer des calculs dans le calculateur. Et ensuite on va mettre en pause ce calculateur et relancer le rafraîchissement. Ensuite à la fin du rafraîchissement on remet en pause les calculs. Bon, c'est un peu illogique, normalement il faudrait le mettre au-dessus. Mais enfin, j'ai fait des essais et c'est mieux comme ça. C'est pas facile à se concevoir, mais faut imaginer ça comme ça. Vous allez avoir un calculateur qui fait des calculs et un set timeline qui va rafraîchir l'image. Donc à chaque fois que ça affiche refresh, ça refresh, et à chaque fois que ça affiche calcul, c'est qu'on a fait une phase de calcul. On va en parler encore une fois. Mais enfin voilà, en fait, faut faire des essais et voir comment ça fonctionne parce que les threads c'est vraiment particulier la façon dont ça se gère. Enfin bon. Bon, ensuite il va falloir bien sûr penser à faire en sorte que cette timeline soit indéfinie, parce qu'en fait le problème c'est que vous pouvez pas relancer la timeline avec .play. Une timeline ça se lance une fois, elle va s'exécuter, mais si elle est conçue pour s'exécuter une fois, si vous refaites .play, ça va pas marcher en fait, ça va pas revenir au début, ça équivaut pas à la relancer en fait. Faudrait faire un .replay, ça marche pas trop. Donc enfin bref, ici la méthode c'est vous faites une timeline qui s'exécute indéfiniment et vous la lancez. Donc en fait voilà. En fait ça va toujours actualiser. Oui, donc en fait elle va même si le jeu est en pause, ça va quand même actualiser l'image. C'est ça qui est assez particulier. Bon, du coup ça consomme un peu les ressources PC, mais bon c'est pas dramatique. Et en fait le code important c'est ça qui permet bien sûr de relancer les calculs. Alors vous allez me dire mais du coup ça va calculer à chaque fois même quand le jeu est en pause parce que là il n'y a rien qui gère. Eh bien non, on va aller voir dans le calculateur et vous allez comprendre pourquoi. Le calculateur, je vous l'ai dit, c'est un thread, donc une autre pile, un autre processus parallèle. Donc mon calculateur il étend de la classe thread, comme ceci. Alors je vais créer plusieurs variables d'instance. Un booléen qui permet de savoir si la partie est en cours, et là vous avez compris c'est ça qui va nous permettre de ne pas animer quand la partie est en pause.
un tableau que j'ai appelé tabcalc et qui va permettre de savoir si oui ou non il y a des cellules, et également un tableau qui recense tous les objets cases, et de même 2 tableaux qui vont recenser tous les les cases à cocher pour les règles. Ça on les gérera après. Bon, ici dans le constructeur du calculateur, donc que j'ai créé ici dans le main, regardez, j'ai envoyé respectivement les infos plateaux, le plateau tab, tab survie et tab naissance. Donc les voici, ils sont tous là, à chaque fois je les réattribue. Partie en cours passe à true, parce qu'en fait... ah oui, non, pardonnez-moi. Partie en cours permet pas de savoir si on est en pause ou pas, autant pour moi. Donc partie en cours permet de savoir si oui ou non la partie est... si oui ou non le programme est lancé en fait. Donc par défaut, oui, il est lancé, donc on le met à true. Bon, ensuite, lorsque l'on va lancer en fait le calculateur, pour la première fois, on va faire un point start. Donc ici, je le lance. Et donc là, indéfiniment, donc tant que la partie est en cours plutôt, donc tant que le programme est allumé en fait, eh bien on va effectuer le code à l'intérieur, qu'on va étudier dans un instant. Pourquoi il faut mettre cette tant que? Eh bien parce qu'un thread, je vous l'ai dit, la méthode .destroy n'existe plus. Elle existe toujours mais elle ne fonctionne pas. Elle est dépréciée comme ils appellent. Bon, en fait, ce block run la pile va se consommer, va disparaître dès qu'on va terminer le run. Sauf que là, vu qu'on a besoin de cette pile tout le long du programme, il faut pas que le run se termine. D'où le fait de revenir à chaque fois au début du run. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, voici ce code. En fait, bon, l'essentiel à retenir, c'est ici le this.write qui va permettre de mettre en pause le thread. Alors, en fait, c'est très simple. À chaque fois, le thread va se mettre en pause. Donc il se met en pause, bam. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsqu'en fait on va demander on va redemander de refaire des calculs, le point notify va reprendre le thread à partir de là où il s'est arrêté, c'est-à-dire à partir d'ici. Et ensuite ça va se continuer. Donc si je mettais là je vais mettre un petit voilà, pour vous expliquer, je vais mettre un OK et regardez. Voilà, non, j'ai même pas besoin de lancer le programme, regardez, il y a bien refresh, OK, refresh, OK, refresh, OK. Donc à chaque fois ici, on a toujours le programme, le thread qui s'effectue, la timeline qui s'effectue, le thread qui s'effectue, etc. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça m'affiche pas calcul à chaque fois? Eh bien parce que j'ai fait en sorte que justement tout ce bloc ici ne s'exécute seulement si main.isInExecution. Et vous remarquez qu'ici en bas j'ai bien fait main.isInExecution qui retourne le booléen execution qui permet de savoir si oui ou non le programme est en pause. C'est ça dont je voulais vous parler tout à l'heure. Donc si le programme n'est pas en cours d'exécution, ce qui est le cas par défaut, eh bien ce code ici ne s'exécute pas. D'où le fait qu'ici il n'y a pas de phase de calcul qui se fait. Pourtant on rentre bien à l'intérieur du run. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce code ne s'exécute pas. Ensuite main.actualization.play donc permet de... Alors oui, je sais même plus pourquoi j'ai mis ça du coup. Ouais, non, ça c'est une erreur de ma part, donc non. Hop, tant pour moi. Voilà, donc du coup voilà, le code ne s'exécute pas. Hop, on arrive à la fin de la boucle, on repart en haut de la boucle et le run repasse en mode attente en attendant la prochaine fois qu'il sera appelé, c'est-à-dire à la prochaine actualisation de la timeline. Et si un jour ce run est appelé mais que le programme est en cours d'exécution, enfin la simulation est en cours d'exécution, alors ce code va s'effectuer. Donc du coup je vais parler de ce code qui affiche calcul, et ça vous l'avez vu ce qui se passe. Alors regardez, calcul, on va travailler là-dedans dans la prochaine étape bien sûr. Mais là pour vous montrer comment ça marche, et parce que c'est très important vous allez voir, j'ai fait une petite animation qui déplace vers la droite, vous l'avez vu, regardez je lance, qui déplace vers la droite les éléments. Regardez, je vais même faire, hop attendez, voilà, hop, voilà, qui déplace tout sur le côté. Alors, pourquoi ça fonctionne si bien? Regardez, en fait je parcours chacune des cases du tableau, donc avec une double for, jusque là rien d'anormal, et si je trouve qu'une case est occupée, alors je vais la déplacer. Mais regardez, je teste ma condition sur le tableau tab en vérifiant si mes objets cases sont occupés. Ok, mais ensuite c'est tabcalc que je modifie. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Voilà, imaginez votre parcours, là, la double for est en train de parcourir ici cette ligne. Elle détecte une cellule à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va alors la supprimer et la déplacer ici. Mais ensuite, la boucle for, elle continue son avancée. Donc du coup, elle va tester cette case. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve aussi une cellule. Bah oui, vu qu'on vient de la remettre. Donc elle l'enlève et elle la remet. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle la déplace en une seule phase de calcul. Elle déplace indéfiniment la balle et du coup finit par sortir du tableau et ça plante. Voilà. Donc en fait, de manière plus générale, le problème que ça fait si on utilisait un seul tableau, c'est que on va, mettons, faire des calculs, modifier un tableau ici en bas à droite, et ensuite, lorsque l'on va continuer le parcours de l'image, on va retomber et faire nos conditions sur des trucs qu'on vient de placer. Donc, ce qui n'est pas les règles du jeu de la vie, en fait. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est tout calculer, voir comment ça va être, et ensuite, bam, on applique tout. Et c'est ça, justement, l'intérêt d'utiliser un deuxième tableau. Donc, TabCalc est celui qui va permettre, en fait, de noter la prochaine situation du tableau, c'est-à-dire la prochaine configuration en fait du monde. Par contre, lorsque l'on fait nos essais, nos tests, eh bien il faut tout faire bien sûr, enfin il faut bien vérifier sur le tableau non modifié, donc le tableau encore en état initial, donc bah, le tableau de case tout simplement. Alors je note que, attention, enfin je voudrais vraiment vous faire remarquer que ici, cette variable TabCalc, elle a été paramétrée, on lui a envoyé en paramètre le info plateau qui est ici. Et comme c'est lui qui a été envoyé en paramètre, ce qui fait que si vous modifiez TabCalc, eh bien vous modifiez info plateau directement. Donc ça serait un pack dans le main. Donc du coup là-dessus pas de problème. Donc je vous l'ai dit, voilà, c'est comme ça que ça marche. Par contre, maintenant, il va falloir penser à rafraîchir l'image. Et c'est là, du coup, je vais vous montrer le code. Regardez, c'est très simple. En fait, ce code permet de rafraîchir l'image en fonction de la nouvelle valeur du tableau, c'est-à-dire en fonction de info plateau, ou TabCalc, hein, vu que c'est le même. Eh bien, c'est tout simple, je parcours tout mon tableau, et si un endroit dans le tableau on me dit qu'il y a une cellule selon les calculs, et que ce tableau n'est pas occupé, attention point d'exclamation ici, ça veut dire qu'en fait la cellule vient d'être créée, et donc elle n'a pas encore été, la case n'a pas été rafraîchie, donc il n'y a pas de cellule affichée, alors pourtant qu'il doit y en avoir une. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben on en crée une. Donc à cet endroit dans le plateau tab, cette fois-ci, hein, on provoque une naissance, donc la case va naître, il y a bien un point qui apparaît. A l'inverse, si info plateau nous dit qu'une cellule doit être vide, mais qu'on voit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est que ça n'a pas encore été actualisé, donc c'est pareil, il faut faire mourir cette cellule pour mettre à jour mon image. Voilà, donc je pense que du coup vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Et bien maintenant, je vais tout simplement en fait remplir cette zone de calcul pour créer le jeu de la vie en lui-même. Allez, c'est parti. Et nous revoilà et vous voyez que le résultat est très appréciable. Regardez, je vais faire un vaisseau et regardez, vous voyez qu'il se déplace, ça fonctionne à merveille. Donc je vais vous montrer tout de suite le code, comment il fonctionne. Alors par contre regardez, j'ai fait en sorte que lorsque l'on sorte d'un côté de l'écran, on apparaisse en face, regardez. Pareil, donc si je sors à droite, je réapparais à gauche, et si je sors en bas, je réapparais en haut, bien sûr. Alors, du coup, voilà, donc là vous voyez que j'ai mis les règles de base, donc avec 2 et 3 pour la survie et 3 voisins pour naître, mais il va être également possible de changer ces règles. Alors, regardez, voilà. En changeant les règles, on obtient tout de suite des trucs assez sympas. Donc il y a moyen de s'amuser, mais bon, je vais d'abord vous montrer le code. Alors je vous l'ai dit, là pour l'instant j'ai juste eu à toucher au calculateur, en fait j'ai juste à gérer les calculs vu que tout est prêt en fait, il n'y avait plus que ça à faire, les calculs. Alors les calculs, les voici. En fait, donc là où il y avait marqué avant la petite boucle qui permettait la for qui permettait de déplacer les cellules sur la droite, là maintenant j'ai ce qui va permettre de faire tous les calculs, de faire les règles du jeu de la vie. Bon.
Donc ici en dessous de là dans le if main.isInExecution, vous allez tout d'abord créer une double for qui va permettre de parcourir toutes les cases du tableau. Donc sur i et sur j, donc elle se ferme ici. Donc vous l'avez compris, on va tester chacune des cases. Alors ensuite, ne regardez pas encore ce code. On va regarder, c'est ici que c'est intéressant. On va ensuite gérer le premier cas, si le tableau, attention je parle bien du tableau des cases, est occupé, et sinon c'est pas le cas, donc s'il n'est pas occupé. Donc bref, chacune des cases, on va regarder chacune des cases si elle est occupée ou pas, et si elle est occupée, on va faire la condition pour qu'elle meure, et si elle n'est pas occupée, on va faire la condition pour qu'il y ait une naissance à cet endroit-là. Ok, donc tout d'abord il va falloir bien sûr compter le nombre de voisins de chacune des cases. Donc hors de ces deux conditions, on va compter les voisins de chacune des cases, que ce soit une case vide ou non. Donc pour ça j'ai créé, à chaque fois qu'on parcourt une case, je crée une variable le nombre de voisins, une variable donc voisin, qui par défaut est à 0, et on va ensuite l'augmenter cette valeur pour connaître le nombre de voisins en comptant les voisins tout simplement. Donc en fait c'est très simple, on va faire 8 conditions comme ceci. Bon, il y aurait sans doute moyen de faire plus propre, mais bon, on va faire 8 conditions, et si la case en question, en fait les 8 conditions vont être les 8 cases autour, je vais vous montrer, regardez, hop, mettons j'ai une cellule là, je vais tester les 8 cases autour, et je vais tester chacune si elle est occupée ou pas. Et si elle est occupée, voisin augmente de 1, ça veut dire qu'on a compté un voisin de plus. Donc par exemple ici, j'en mets comme ça un peu partout, cette cellule là, elle a 2 voisins, regardez, je regarde toutes ces cases autour et j'en compte 1 et 2. Bon, tout simplement. Alors comment on va faire ça? Eh bien tout simplement, on va tester en fonction des coordonnées. Donc ici, je vais tester la première case, c'est-à-dire celle qui se trouve en haut à gauche. Donc ici, c'est-à-dire en i-1, donc x-1, et j-1, c'est-à-dire y-1, donc celle-ci. Alors pour la tester, vous remarquez que j'aurais dû faire i-1, j-1. J'ai un peu fait autre chose, j'ai fait i-1 plus 40, le tout modulo 40. Pourquoi? Eh bien regardez, tout simplement pourquoi. Je vais vous montrer. Si je suis à la coordonnée 25, regardez, 25 moins 1 plus 40, ça fait 64, donc on sort du tableau, modulo 40, on retombe sur on tombe sur la case 24, vu que i-1, ce qu'on veut c'est tester la case numéro 24, vu qu'on est en case 25. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien en fait ça sert dans un seul cas, si jamais on est sur la case 0. Eh bien si on est sur la case 0, 0 moins 1 ça fait moins 1, et du coup on sortirait du tableau, et ça cracherait. Donc je fais plus 40, et le tout modulo 40, je retombe bien sur 39 là à nouveau, et 39 en fait c'est l'autre extrémité du tableau, vu que le tableau va de 0 à 39, 40 cases. Donc du coup effectivement lorsque je sors à gauche, ou que je sors en haut de l'écran, eh bien je réapparais soit à droite, soit en bas, tout simplement. Donc voilà, ensuite c'est très simple ici, on va tester la case du haut, donc x pas bougé, donc i tout court, et j-1, et pareil avec tout le bordel de modulo et de plus 40. Là ensuite on va tester celle qui est en haut à droite, et là attention, cette fois-ci je vais faire pareil le système pour que quand on sorte à droite on apparaisse à gauche, et puis pareil pour J, après vous verrez, pour quand on sort en bas on apparaît en haut. Et pour ça le code est assez similaire, enfin c'est quand même pas tout à fait le même, il faut faire i plus 1 modulo 40. Regardez, imaginons je suis sur la case 25, encore une fois, je vais vouloir tester la case 26, donc je fais i plus 1, 26, modulo 40, ça fait 26, c'est bon. Par contre si jamais on est sur la case 39, 39 plus 1, on sortirait du tableau. La case 40 n'existe pas, vu qu'on va de 0 à 39. Et si je fais modulo 40, 40 étant multiple lui-même de 40, eh bien, vous voyez qu'on a bien 0 en reste de la division. Donc, on va aller sur la case 0, donc à l'extrémité gauche du tableau, tout simplement. Donc voilà, donc je fais i plus 1, j-1. Ensuite la case tout à droite c'est i plus 1 mais j qui bouge pas. Ensuite tout en bas i plus 1, j plus 1. Donc toujours pareil, avec pour les plus 1 vous faites le tout modulo 40, et pour les moins 1 vous faites plus 40 le tout modulo 40. Voilà. Bon ensuite pareil, i ne bouge pas, j plus 1 c'est la case du dessous, i moins 1, j plus 1 c'est la case en bas à gauche, et ici j ne bouge pas et i moins 1 c'est la case tout à gauche, tout simplement. Voilà, donc vous savez combien il y a de voisins, et maintenant c'est tout simple. Et bien si la case est occupée, alors si le tableau de survie, voilà, donc si en fait la liste des cases à cocher pour la survie a l'emplacement voisin, donc c'est-à-dire correspondant au nombre de voisins, si
is selected, mais attention, avec le point d'exclamation, ça veut dire si, en fait, tout ça veut dire si elle n'est pas cochée, alors on la fait mourir, tout simplement parce que les cases qu'on coche définissent les conditions de survie de la cellule. Donc là, si les conditions de survie ne sont pas cochées, c'est qu'on est dans un cas de décès, donc la cellule meurt, tab calque passe à 0. Donc ensuite, c'est lors du rafraîchissement de l'image dans ici le truc actualisation que le changement sera pris en compte. Le programme verra qu'on est passé à 0, il va donc supprimer, enfin effacer la cellule en modifiant l'objet case. Ça on l'avait vu juste avant. Bon, et pour la naissance c'est pareil, donc cette fois-ci pas de point d'exclamation. Si la condition de naissance correspondant au nombre de voisins est cochée, donc c'était sur une... voilà, donc si on est sur une case vide, hein, donc qui n'est pas occupée, on est dans le else, et bien là cette fois-ci on fait naître une cellule, on va donc créer ici une cellule tout simplement. Voilà, donc j'espère que, enfin, j'ai pas fini du coup, voilà, donc on a un jeu de la vie qui est très fonctionnel. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe plein de règles, c'est ça qui est cool. Donc on peut faire plein de choses. Alors des fois voilà, ça fait des trucs vachement denses et tout. Des fois il y a un cas où on peut arriver à faire des genres de labyrinthe et tout. Bon, je vous laisserai faire joujou avec ça. Voilà. On n'a pas fini. Avant de vous quitter, je vais faire en sorte qu'on puisse gérer la vitesse d'animation et qu'on puisse effacer l'image. Allez, c'est parti. Nous revoilà donc sur le code qui maintenant devrait normalement être terminé. Donc vous voyez que j'ai rajouté un bouton pour tout effacer et également un slider qui permet de changer la vitesse d'animation. Donc ça devient intéressant plutôt sur la fin du slider. Parce que là c'est un peu lent, mais ça permet de voir comment ça fonctionne. Bon, sinon le bouton effacer, alors on peut changer la vitesse même en cours d'exécution. Le bouton effacer c'est pareil, on peut effacer même en cours d'exécution. Regardez. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va commencer par le bouton qui est assez simple. Alors, tout d'abord, faut savoir que j'ai changé ce qu'on avait, je crois que c'était un stack pan, voilà, avant. La boîte numéro 3 est maintenant une horizontal box, pour pouvoir ajouter les 3 composants. Bon, le bouton clear, regardez, je l'ai appelé bouton F, donc il s'appelle effacer. Vous pensez ici dans la gestion des layouts, qui doit être, ouais, qui est ici. Ah, pareil, lui gérer sa police. Là, j'ai divisé par 45 vu que effacer c'est un peu plus long que start et stop. Bon, bref. Ensuite, vous l'ajoutez. Alors là, j'ai mis aux coordonnées 0, comme ça, il sera placé avant ici le bouton start, tout simplement. Bon, sa dimension préférée, pareil. Et là, c'est très simple. Lorsque l'on clique sur effacer, donc point set on action, on parcourt tout le tableau, la double fort, et toutes les infos plateau passent à 0, et le plateau tab, on fait mourir toutes les cellules. Bref, on considère que, enfin, on met tout à 0 pour dire qu'à la prochaine actualisation, il n'y aura rien à afficher, et on fait mourir toutes les cellules déjà existantes. Bref, on efface tout simplement. Maintenant, je vais vous parler du slider parce que là, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va dire que par défaut, la durée d'animation est de 100 millisecondes. Donc, vous allez voir après l'intérêt. Donc, regardez ensuite le slider. Donc, je l'ai créé. Il va avoir un minimum à 1 et un maximum à 459. Je vais vous montrer pourquoi. Vous pensez à l'ajouter à la boîte. Vous lui mettez des dimensions préférées. Et je lui ai mis une valeur à 300. Pourquoi? Parce que la vitesse d'animation exprimée en millisecondes sera égale à 500 moins la valeur du slider. Tout simplement, donc du coup vous avez compris, si je fais 500 moins 300, ça fait 200, donc c'est pas bon. Ça fait, oui c'est ça, donc ça fait 200, donc c'est pas bon. Donc autant pour moi, donc on va mettre, c'est 400 la valeur qu'il faut mettre, donc 500 moins 400, ça fait bien les 100 millisecondes par défaut. Bon ça de toute manière c'est juste la valeur par défaut. Alors je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est la valeur par défaut. Et voilà, on peut ralentir là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai pas mis d'étiquette pour le slider pour dire à quoi il sert, bon, c'est pas grave.
Voilà, mais alors là où c'est plus compliqué le slider, c'est que, regardez, en fait il n'est pas possible de modifier ou de binder, ça n'existe pas les propriétés sur les durations, c'est pas possible donc de binder ici la durée de la keyframe. Donc c'est un peu sale, je vous reconnais ce qu'on va faire, c'est un peu sale, mais regardez, là j'ai le truc d'actualisation qu'on avait fait, et en dessous en fait je l'ai remis quasiment le même en fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait slider.valueProperty.addListener. Bref, lorsque le slider change, dès qu'on le déplace, regardez ce qui se passe, on arrête l'animation, on la stoppe complètement, ça je vais pouvoir l'enlever par contre, on arrête l'animation. Du coup, mais là complètement, point stop. Donc du coup ce bloc là en fait, il sert que quand le programme est lancé. Parce que dès qu'on bouge le slider, bah, ce bloc là se termine. Donc voilà, ça c'est terminé. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu pour ça qu'il y a le double du code. Pourquoi? Parce que regardez, je crée une keyframe qui va être égale à new keyframe, qui va être exactement la même chose que de là à là, tout simplement. Et en fait il y a juste ici, je mets une duration.millis 500-slider.getValue. Donc la nouvelle durée. Sachant que le maximum étant à 400. Alors pourquoi j'ai mis un maximum à 459? Pour pas dépasser du coup alors 500 moins 459. Voilà, pour pas qu'on ait une durée en millisecondes en dessous de 41. Pourquoi 459 d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, j'avais fait des essais, des fois il y a des divisions par 0 et tout. J'ai fait des essais en fait, si on tourne dans les 20 millisecondes ou moins, ou même 30 millisecondes, au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi il y a certaines cellules qui disparaissent. En fait, je pense que c'est parce que l'animation n'a pas le temps de... Enfin, va beaucoup trop vite. L'animation va beaucoup trop vite, elle va plus vite que les calculs en fait. Donc du coup, c'est un peu embêtant. Bon, là, ça fait une certaine marge quand même. Bon, je pense du coup sur des PC très pourris, des PC qui calculent pas vite, calmez-vous avec la vitesse de simulation, vous risquez d'avoir des surprises. Voilà, là-dessus le programme est un peu mal fait, je suis désolé. Ça pourrait s'améliorer donc en jouant avec les piles et tout ça, mais bon, on va pas le faire parce que la vidéo a déjà assez duré. Donc vous remettez exactement le même code tout simplement, et ensuite vous faites un .getKeyFrame sur l'actualisation, .setAll et pas .addAll, et vous lui mettez cette clé. .setAll a la particularité d'effacer en fait la liste des keyframes. Parce que par défaut, actualisation elle a déjà cette keyframe à l'intérieur d'elle-même. Donc il ne faut pas la remettre parce que c'est la même. Donc du coup, eh bien on fait .setAll, donc ça va effacer toutes les anciennes keyframes, donc celles qu'il y avait avant en fait, et ça va ajouter la nouvelle. Donc en fait la seule chose qui a changé du coup c'est bien cette commande dans la nouvelle. Et ensuite vous relancez l'animation. Voilà. Et non, le code n'est pas terminé, j'avais oublié quelque chose de très important, je m'en suis rendu compte en lançant le point jar une fois que je l'avais créé. Je vous avais oublié trop de vous en parler un peu, mais regardez ici le code ici dans le this.white, j'ai try-catché en cas d'interruption. En cas d'interruption, la partie en cours passe à false pour qu'on sorte de la boucle, et le return c'était pour aussi sortir de la fonction ici, histoire d'être sûr de tout casser en cas d'interruption. Alors, ça affiche interruption également. Pourquoi c'est important? Parce que quand on ferme le programme, le processus continue de tourner vu que c'est une boucle infinie. En fait, c'était la seule utilité de la variable partie en cours. Et du coup, en fait, le problème c'est que si vous lanciez votre programme en dehors d'Eclipse, avec un point jar, et bien après quand vous alliez dans le gestionnaire des tâches, ici, en descendant un petit peu, vous verriez ici en général en dessous de Java Update Scheduler, si vous l'avez, vous aviez Java. Une fois l'application fermée, vous aviez marqué Java Platform SE Binary. Et ça veut dire en fait que votre programme est toujours en cours d'exécution. Donc pour le fermer, il faut aller dans la gestion des tâches et faire fin de tâche. C'est très chiant. Du coup, pendant ce temps-là, si vous faites pas ça, vous pouvez pas copier pas déplacer le fichier, pas le supprimer, rien du tout. Et ça pompe votre PC aussi, c'est pas cool. Donc du coup, il faut penser ici à mettre primarystage.setOnCloseRequest. Donc bref, lorsque la fenêtre s'apprête à être fermée, vous faites calcul.interrupt. Donc vous provoquez l'interruption du thread pour être sûr, histoire de casser toutes les piles en cours d'exécution et histoire d'être sûr que le programme se termine bien correctement. Vous pouvez même faire platform.exit par sécurité. Bon bah du coup ce programme est terminé. Je suis content de l'avoir fini. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me proposer des idées de programmes à réaliser. Voilà. Je vais mettre à chaque fois, je mettrai dans la description le lien pour télécharger le programme en point jar et pour télécharger le code source sous forme de projet Eclipse. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like.
Et eh bien, on se retrouve donc dans de prochaines vidéos. Allez, salut à tous.